Monsieur Brenet, bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes agrégé de philosophie, professeur de philosophie arabe et médiévale à Paris 1, et vous vous intéressez à la façon dont ces héritages arabes et latins ressurgissent dans la philosophie moderne, si je ne me trompe pas. Alors, tout d'abord, ma première question, ce serait comment avez-vous rencontré la philosophie? La philosophie ou la philosophie arabe? La philosophie? Ouais. Très tôt. C'est-à-dire vers probablement 13 ans. Ça fait un peu une histoire à la Augustin, voilà. C'est mon grand-père qui m'a offert un livre de philosophie en me disant je t'offre ça, je pense que c'est pour toi. Et puis à cet âge-là, très jeune, j'ai totalement accroché, bon c'est banal, j'ai presque honte de le dire, mais sur Jean-Paul Sartre, mais de façon obsessionnelle, vers 13 ans, 14 ans. Donc je me suis mis à lire de la philosophie par lui, en fait, et du théâtre, de la littérature. Donc le vrai début c'est ça, et après, banalement, mon professeur de terminale, qui était Bruno Bernardi, qui est un spécialiste de Rousseau, mais qui à l'époque était professeur en terminale, et que j'ai beaucoup aimé. Mais moi, je faisais des mathématiques plutôt, donc je me destinais pas à la philosophie. Et j'ai bien fait d'arrêter. Et en entrant en classe préparatoire, j'ai eu une deuxième ou une troisième ou une énième chance. C'est que mon terrible professeur de classe préparatoire est tombé malade en philosophie. Assez gravement. Il lui est rien arrivé, mais il est tombé assez gravement malade, et il a remplacé le professeur de Cagnes, qui est Dominique Orviller, qui était Dominique Orviller à l'époque, et qui est toujours Dominique Orviller aujourd'hui, 30 ans plus tard. Et lui, c'était un homme et un enseignant, et c'est toujours extraordinaire. Donc ça a complètement emporté définitivement l'affaire. Donc c'est comme ça. 13-14 ans, terminale. À l'occasion de quel livre de grand-père vous avez lu? C'était un petit livre, je m'en souviens, c'était un petit manuel de philosophie pour les gens comme lui des années 15, 20, 30, quoi. C'était un petit livre de Félicien Chalet, mais ça m'allait très bien. Donc je lisais ça, c'était des notions, des réflexions. Et c'était ça, c'était pas un livre en particulier, c'était un manuel de philosophie. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné ce livre, je l'ai toujours. Aujourd'hui, dans la grande bibliothèque que j'ai, finalement, il y a le livre originel qui ressemble à rien, personne ne sait qu'il existe, à part vous maintenant. Et comment vous êtes-vous tourné vers la philosophie arabe en particulier, et pourquoi? C'est pareil, il y a des contingences, des circonstances, des hasards, et puis peut-être pas des choses souterraines, profondes, mais dont on découvre le sens qu'au fur et à mesure, et peut-être jamais, ou en tout cas, ou alors à la fin. Donc le hasard ou la contingence, c'est que j'étais pas du tout parti pour ça. Moi, mon truc, c'était plutôt la phénoménologie. D'ailleurs, je m'étais inscrit en thèse avec la Coulabart à Strasbourg sur Nietzsche. Bon, donc j'étais bien loin de tout ça. Mais j'ai toujours fait du latin déjà. Et pour l'année de l'agrégation, à une époque où il y avait un programme d'agrégation beaucoup plus ample que celui que vous faites désormais, il y avait Thomas d'Aquin. Donc je l'ai travaillé en entrant dans une zone un peu étrange, mais qui commençait à m'attirer. J'ai suivi quelques cours très très nuls, un peu partout dans Paris, lamentables. Mais l'objet m'a plu, l'usage de la langue, la nouveauté que ça m'apportait, c'était le traité sur l'être et l'essence. Je suis devenu professeur à Strasbourg de lycée. Je me suis engagé dans une thèse sur Nietzsche. Et à ce moment-là, alors que je ne le connaissais pas encore, Alain de Libera explosait. C'était vraiment la grande décennie de ces premiers grands livres. Et en discutant avec un ami philosophe, il m'a conseillé d'aller voir de Libera. Je sais plus trop pourquoi. Je sais qu'il y avait une pâtisserie, il y avait des pâtisseries aussi, on en parlait, ça s'est joué comme ça, mais en fait en vous le racontant, je me rends compte en vous le racontant
que je ne sais pas pourquoi, mais mon entourage de universitaire, parce que j'avais un petit pied à l'université, me considérait comme un médiéviste, alors que je l'étais quasiment pas. Donc en fait, ça devait déjà être là un peu. Et j'ai acheté à Strasbourg, il faut dire que Strasbourg, autre hasard, c'est une ville extraordinaire pour la philosophie médiévale. Ils ont un fonds fabuleux, et à l'époque, je ne sais plus si c'est possible, on accédait au fonds. Donc si vous vous intéressiez à ces livres-là, vous aviez la possibilité d'aller seul dans les sous-sols au milieu de milliers et de milliers de livres. Ce qui, moi, me donnait littéralement le vertige. Donc en fait, j'étais déjà, puisque je pense que ma première intervention à l'université, c'était sur les anges au Moyen-Âge. Donc mes souvenirs sont un peu flous. Et donc, en discutant comme ça, j'ai abandonné, comme on enlève sa soutane, Nietzsche. Et j'ai décidé de me plonger là-dedans et de contacter De Libera. Et je l'ai contacté, c'était pas si facile. Je l'ai rencontré et ça a été l'autre grande rencontre de ma vie. Pour des raisons multiples, intellectuelles, d'écriture, de style, et puis personnel aussi, parce que c'est un homme absolument extraordinaire. Donc cet ensemble de choses, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, emporté le morceau. Et ça, c'était au milieu des années 90. Donc à l'époque, c'était la philosophie médiévale latine qui m'accrochait, mais De Libera, c'était celui qui insistait sur la nécessité de décentrer la pensée, de ne plus voir l'histoire de la philosophie par rapport à Paris ou à l'Allemagne ou à l'Europe, qu'il y avait plusieurs temporalités, plusieurs centres culturels. Donc en fait, on l'a beaucoup traqué, les idiots l'ont beaucoup traqué pour ça. Il était l'un de ceux qui commençait aussi à introduire la figure d'Averroès, aidé d'ailleurs par Marc Geoffroy, qui est l'un des traducteurs d'Averroès, malheureusement disparu il y a 2 ans, et qui lui à l'époque était professeur d'arabe en collège, mais qui avait rencontré lui aussi Alain. On s'est retrouvés tous deux comme ça dans un petit noyau dynamique autour de lui. Et donc je faisais plutôt du latin, de la philosophie médiévale latine, mais le grand homme de ce milieu des années 90, la grande figure, c'était Averroès. De Libera avait commencé à traduire, il en parlait beaucoup. Et donc c'est par cette porte-là que du Moyen-Âge latin, je suis passé au Moyen-Âge arabe, avant de m'y plonger complètement en apprenant l'arabe. Voilà, mais ça a mis quand même des années. Et pourquoi, dans votre question, il y avait pourquoi, comment Oui. et pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi, on ne sait jamais pourquoi, mais la description en elle-même, elle était intéressante. C'est-à-dire, j'ai constaté, en décrivant entre moi et moi mon parcours, que j'ai abandonné, pas définitivement, parce que j'ai toujours dans l'idée de revenir du parcours, de l'échapper, si vous voulez. Les Nietzsche et compagnie, tout ça, j'ai jamais eu en tête d'abandonner la philosophie moderne ou contemporaine, pas du tout. Mais disons que j'ai abandonné tout ce qui m'était familier, tout ce qui m'était immédiat, tout ce qui m'était très proche, tout ce que je comprenais, disons, plus facilement que d'autres choses. Et je me suis décalé avec grand plaisir vers ce que je ne dominais pas. Corpus immense, par les auteurs, les époques, les formes d'écriture, les objets, qui en vérité résonnaient peut-être. Mais moi qui partais d'un milieu non théologien, non théologique, finalement j'ai passé 20 ans, 30 ans de ma vie à lire de la théologie. Je suis même d'ailleurs, ce que j'ai découvert, ou ce que j'ai refoulé, mais en vérité je suis docteur en sciences religieuses. Je suis même pas docteur en philosophie. Docteur en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études. Et donc, pourquoi je ne sais pas, mais de fait, je me suis décalé vers des zones qui m'étaient non familières a priori. Et c'est là que je me suis trouvé bien. Je me suis trouvé bien dans ces vieux livres, dans la poussière, dans la théologie, dans des objets complètement distincts. Et j'ai eu tout de suite l'impression, en fait, paradoxalement, de respirer là.
et de revoir, repenser, retrouver de l'enthousiasme philosophique de ce point de vue. Après, il y a des tas d'autres petites raisons. Je suis marseillais, le Maghreb m'est très familier, avec beaucoup de plaisir. Ma grand-mère, j'ai parlé de mon grand-père qui me donne le livre de philosophie, mais sa femme, ma grand-mère, était de Cordoue. Bon, mon arrière-grand-mère est née en Algérie. Ses arrière-grands-parents étaient enseignants en Algérie, ils parlaient probablement l'arabe. Après, il y a tout un ensemble de raisons personnelles qui font qu'on se trouve bien ailleurs que là où on pensait. Et par chance, ça ne m'a jamais quitté. Pour rebondir sur votre parcours, c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans votre, à la fois dans vos livres, mais aussi dans votre enseignement, cette volonté d'entrelacer donc la philosophie moderne et la philosophie arabe et médiévale. Il y a toujours cet entre-là qu'on ne voit pas forcément chez d'autres professeurs. Vous n'hésitez pas en fait à proposer des choses, des itinéraires et des croisements. Comment vous pensez ce croisement méthodologiquement, mais aussi j'ai pas la volonté, c'est pas un projet, je le fais d'abord par plaisir. C'est-à-dire, je crois vraiment, quand je dis que la philosophie médiévale, latine, juive, arabe, elle est féconde, j'y crois. Et c'est vrai. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'elle mérite d'exister au même titre que les autres, et que donc ces objets, ces débats, ils font partie de nos débats et de nos objets, qui nous rassemblent tous. C'est-à-dire, si on fait de la philosophie, c'est qu'on aime ça, sauf que, comme vous le savez bien, on oublie des siècles et des dizaines d'auteurs, etc. Donc c'est pas un projet, c'est l'objet lui-même qui demande ça, sa réinscription. En fait, il y a deux choses qui paraissent inaccordables, mais qui le sont. Quand on fait l'histoire de la philosophie, il faut d'abord vraiment veiller à protéger l'objet, à bien le comprendre, à bien le saisir dans son temps, dans sa langue, avec ses particularités, les questions auxquelles il ne faut pas tout mélanger trop vite. Ceux qui feraient ça se tromperaient. Donc il faut vraiment être attentif à la singularité des époques, des textes, des auteurs, des sources, etc. Et puis dans un deuxième temps, il faut faire le geste presque inverse. Avec un peu de brutalité, il faut casser l'histoire, il faut réinjecter les concepts qu'on a tirés, les questions dans le bain commun. Un peu brutalement, parce que une fois qu'on a ce premier temps d'historien, on peut se le permettre, on a une base un peu solide, mais il faut faire ça, parce que sinon, c'est la mort de la pensée, c'est-à-dire c'est de la non-pensée. Ça devient le versant mortifère de l'histoire de la philosophie. Et donc, en fait, encore une fois, c'est pas conscient, c'est les objets eux-mêmes qui me font penser, parce que j'aime la philosophie totale, j'aime pas une période, un auteur, j'aime tout. Donc ce sont les objets eux-mêmes qui se raccrochent, qui discutent les uns les autres. Encore une fois, je pourrais dire la même chose autrement, c'est que d'une certaine manière, personne ne dit la même chose, et il faut y être attentif. Et d'une autre, tout le monde parle de la même chose, ne dit pas la même chose, mais tout le monde parle de la même chose. Voilà. C'est un peu brutal, les gens disent mais pas du tout, tout a changé depuis. Oui et non. Ou disons, il faut forcer un peu le oui, parce que sinon, ça vaut pas. Alors ça peut rater, etc. Mais donc voilà, j'ai pas de projet, mais j'y suis sensible. Comme je vous l'ai dit, je me suis pas engagé dans le médiévisme pour m'y enfermer. Je n'ai jamais cessé de lire les auteurs que j'aimais, les plus contemporains, les plus modernes, et j'espère que c'est pas fini. Voilà. Et donc, en tant qu'historien et que prof d'histoire de la philosophie, vous pensez qu'il est nécessaire, donc d'une certaine manière, d'être infidèle aux auteurs qu'on a d'abord soigneusement étudiés Oui, un peu. Une certaine infidélité, tout ça. Enfin, je pense notamment à votre livre, Averroès inquiétant. C'est qu'il y a une sorte d'infidélité qu'on fait à Averroès, une création d'Averroès par les latins, mais qui est tout aussi intéressante et qui est tout aussi féconde. Ouais. Alors ça, c'est sûr que ça c'est autre chose. Il y a des contresens qui se font. Je défends pas encore que ça pourrait, mais le contresens. Mais ça a eu lieu. Le contresens a quand même été créateur. L'histoire de la philosophie n'est pas faite que de contresens issus du hasard ou de la nullité des commentateurs. Pas du tout. Le procès est beaucoup plus puissant que ça. Mais c'est vrai que ça a quand même existé.
Et que ce qu'il y a d'intéressant dans le contresens, c'est le décalage, et que le décalage suscite des nouvelles questions. Parfois, c'est un mot, une phrase. Bon, ça c'est magnifique. Hein. Des exemples, j'en ai plein. Moi, je parlerai pas de contresens, mais oui, d'une certaine infidélité. Oui, il faut un peu trahir de façon, bien sûr. Il faut simplifier. Si on s'enferme dans la complexité et la nuance à l'infini, on s'en sort pas. Et de ce point de vue, la pédagogie, enfin l'enseignement aide. Parce que la pédagogie nous oblige à une espèce d'urgence, de rapidité, il faut bien accrocher. Pour accrocher, il faut simplifier. Donc si on y arrive, qu'on réussit une simplification honnête, bon, bah, tant mieux, puis après on décale, et voilà. Donc, oui, je suis un peu infidèle avec mes auteurs, mais sérieusement infidèle, je veux dire. Voilà. Il faut surtout veiller quand même à les connaître d'abord. À quoi pouvait ressembler votre bibliothèque d'étudiants? À l'époque, elle me paraissait énorme, mais finalement, elle l'était pas. Hein, ça tenait avec 2 étagères Ikea. J'avais quand même l'impression que si les étagères me tombaient dessus, je serais mort écrasé. J'avais envie de faire à la fin des études quand j'ai eu l'agrégation, j'avais envie de faire une photo recouverte par les livres qui m'auraient étouffé comme ça. Donc c'était une bibliothèque normale, quoi. Enfin, d'étudiants, ça dépend les âges. Hein. J'ai eu les livres qu'on a tous eu, quoi. Elle était différente de la vôtre parce que y avait moins d'éditions, moins de traductions, bien moins de choix. C'était pas une bibliothèque de bibliophiles, par exemple. Donc ce que je suis pas particulièrement bibliophile. Donc c'était une bibliothèque banale, je réfléchis, non, avec plein de... il y avait beaucoup de littérature, de poésie, c'était pas une bibliothèque seulement de philosophie. Donc c'était vraiment philosophie, littérature, les deux ensemble, et en philosophie c'était assez banal, sinon il y avait plus de philosophie médiévale, autant qu'on pouvait en trouver à l'époque, hein, c'était quand même assez rare, que chez d'autres, voilà. Et rien d'original, je réfléchis. Non, et beaucoup de Jean-Paul Sartre qui me restait de ma jeune adolescence. D'accord. Et en tant qu'étudiant de philosophie arabe, quand est-ce que les ouvrages d'arabe ont commencé à apparaître dans votre bibliothèque? C'est très vite, hein, très vite, c'est-à-dire à la fin des années 90, en fait, même avant, puisque mon premier travail avec De Libera, c'était en 96, 97, 96, je pense. Donc dès ce moment-là, j'ai commencé à acheter des choses, un peu sur les conseils de Marc Geoffroy aussi. Donc j'ai commencé à acheter des textes que je ne pouvais pas lire, et dans l'idée que bientôt je les lirai. Donc c'est à la fin des années 90 que ma bibliothèque a commencé à changer d'allure. Et là, par contre, définitivement. C'est-à-dire, si on prend ma bibliothèque de 1995, au fond, ce qu'il y avait dedans n'a pas bougé, quasiment. En revanche, elle a été multipliée par 20 de livres qui n'existaient pas là-dedans. Donc en fait, les livres d'avant, un peu contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de livres. J'ai toujours dans l'idée, hein, si on arrive à survivre 250 ans, de les relire. Mais il y a beaucoup de livres que je n'ai plus ouverts depuis très 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 longtemps. Faute de temps aussi. Et du coup, j'ai acheté, c'est une bibliothèque nouvelle. Sauf que pour moi, c'est la bibliothèque idéale, c'est-à-dire c'est la bibliothèque qu'il faut. C'est combler le trou, toutes les lectures que je ne pouvais pas avoir quand j'étais à la Sorbonne comme étudiant, quoi. Voilà. D'accord. Et pour vous interroger cette fois sur votre rapport à la langue arabe, vous disiez que vous achetiez des livres que vous ne pouviez pas lire. Comment avez-vous appris la langue arabe et comment souhaitez-vous la transmettre, si vous souhaitez la transmettre? Alors il se passe beaucoup de choses, hein. Là ça c'est bien en ce moment, très précisément, j'espère, bon ça va dépendre aussi des conditions politiques de notre pays, mais j'espère que les conditions continueront à être favorables et des choses se mettent en place là pour vraiment permettre aux jeunes qui font de la philosophie mais en histoire d'apprendre la langue arabe, parce que ça reste pas facile de l'apprendre. Mais moi j'ai voulu m'y mettre très tôt, évidemment. J'étais au contact de Marc Geoffroy, c'était tout à fait fascinant. Je traduisais des choses en latin, lui il connaissait aussi le latin, il traduisait des choses en arabe d'Averroès.
Donc il y avait une espèce de collaboration qui se mettait en place et qui rendait inévitable l'apprentissage de l'arabe. Et puis lui de l'hébreu, quand toutes les choses se décalaient, c'était magnifique. Donc en fait, à la fin des années 90, j'étais déjà dedans. Donc je m'étais inscrit à l'université à Aix, et puis après, au gré de mes déplacements, je me suis... il se trouve qu'après j'ai fait mon cursus à la Cato à Paris, parce que là, il y avait un excellent professeur qui était là. Mais bon, bah ça c'est un peu le hasard. Et donc à la fin des années 90, je m'y suis plongé. Je me suis plongé, et puis j'ai jamais arrêté, parce que c'est un travail permanent. Je veux dire, j'étais déjà un peu vieux par rapport à une autre vie que j'aurais pu avoir. J'étais déjà prof, marié, avec des enfants qui dormaient pas. Bon, ça faisait beaucoup, hein, on fait comme on peut, quoi. Donc, et comment je souhaite la transmettre, je souhaite la donner le goût par l'étude des textes, c'est-à-dire comme on a envie de connaître un peu de grec, un peu de latin quand on lit les textes pour savoir ce qu'ils disent vraiment. Puis pour moi c'est tellement évident que bon, c'est dans la langue qu'on pense, que voilà, je voudrais que les gens aient envie d'aller y voir et de crapiller un peu de connaissances à partir des textes de philosophie qui les accrochent. Après, des façons de se rapporter à l'arabe, il y en a plein. Vous pouvez aimer la poésie, la littérature, les textes d'histoire, chacun a son arabe un peu, compte tenu du temps qu'on a. Donc moi, c'est d'une certaine manière, d'ailleurs le dernier livre que j'ai fait, c'était un peu ça aussi. Voilà, il y a quelques concepts en arabe qui ont leur histoire, leur particularité, leur étymologie. Et si quelqu'un, par cette entrée-là, apparemment minime, peut s'ouvrir à la pensée arabe, ben ça me va très bien. Chez Opium Philosophie, nous sommes particulièrement sensibles à sortir la philosophie de ses murs et de sa forme universitaire pour la rendre accessible à un large public. Vous donnez notamment des conférences à Lima qui sont accessibles à tous. Quelle est votre manière à vous de faire sortir la philosophie de l'université et de son cadre le plus fréquent? Mais c'est ça, Oui. la manière c'est d'essayer de... Bon, à dire vrai, moi je distingue pas trop mon enseignement universitaire de ma parole extra-universitaire. Je la distingue pas trop. L'idée de vulgarisation et tout ça, ça me parle pas trop, c'est une notion dont je me méfie, et à tort peut-être, parce qu'on se rend compte de ce qui passe ou passe pas, etc. Mais je me suis toujours adressé aux auditoires à qui je parlais, sur le même mode que celui que j'ai quand je donne cours. Donc il n'y a pas là une autre méthode, disons. En revanche, il faut multiplier, oui, jusqu'à un certain point, parce que c'est pas évident de se répéter aussi, il faut de l'énergie, il faut une certaine envie pour que ce soit bon. Et donc il ne faut pas exagérer, il ne faut pas basculer dans la répétition et dans la vulgarisation plate, et si on n'est plus très présent à ce qu'on raconte, il faut faire attention. D'où l'intérêt d'où l'idée que, disons, que des relais se fassent, que d'autres personnes parlent, qu'il y ait des groupes, que ce ne soit pas un seul qui assume la parole. Donc ce qu'il faut faire, c'est des événements, Lima c'en est un bon exemple. Au Maroc, on lance un nouveau truc qui aura lieu en novembre, qui s'appelle les rendez-vous de la philosophie au Maroc, où il y aura de la philosophie arabe. Voilà, essayer de proposer chacun de rencontrer des arabisants marocains, maghrébins, africains, des arabisants européens, et puis de parler à ces spécialistes-là, et puis aux non-spécialistes, aux collègues, aux étudiants, aux doctorants, et puis au grand public, parfois des lycéens au Maroc. Ils sont très actifs, très enthousiastes, c'est vraiment agréable. Donc voilà, toute forme de choses, mais c'est pas facile non plus. Je vous donne un exemple. Bon, là on est filmé, c'est difficile aussi d'être filmé, mais il y a beaucoup de choses qui se développent sous forme de pastilles. J'en ai fait plein des pastilles, mais je crois qu'il n'y en a pas qui sont diffusées, parce qu'à chaque fois, quand on me le montre, je me dis, mais non, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, 1 minute, bon, j'avais fait une pastille, je sais plus où, avec des montages. Alors, il y avait Zemmour, Trump, moi, une photo de la prière un vendredi. Je comprenais rien à ce que c'était. Alors, peut-être qu'effectivement, ça ferait plus que 82 vues,
Mais c'est délicat. C'est délicat. Donc il faut le faire. Il faut essayer de le faire sérieusement. Moi, par exemple, j'aimerais bien faire des petits formats, justement, comme ça sur YouTube de 20-25 minutes, mais un peu sérieux et pas pénible, quoi. Vous pouvez vous lancer. Ouais, mais ça, ou je sais pas, ou faire des séries documentaires et tout, mais bien, il faut le penser, ça peut être bien, ça. Oui, Il y a des gens qui font ça, par exemple, mon collègue de Munich, Peter Adamson, il fait son History of Philosophy Without Any Gap. Donc il est très à l'aise, un peu dans tous les endroits, il parle de tout pour dire bon ben on va boucher les trous, quoi. Il le fait avec son talent et son humour, ça passe très bien. Donc il y a toutes sortes de choses possibles, quoi. Mais ça n'est pas facile à faire. Merci beaucoup, monsieur. Donc nous allons nous rejoindre dans une seconde partie si vous voulez poursuivre avec nous.